Bienvenue. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la puissance et les principes qui se cachent derrière chaque accord, que ce soit un simple ticket de train ou un énorme contrat commercial. Et vous allez voir, ça nous concerne absolument tous. Qui ne s'est jamais senti un peu coincé, voire piégé après avoir signé quelque chose. C'est normal. Les contrats sont faits pour être puissants, pour lier les gens. Mais la clé, en fait, c'est de comprendre comment ça marche, pour reprendre le contrôle. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le principe de base, vraiment fondamental, c'est qu'un contrat, c'est un peu comme une loi privée. Une loi qui s'applique uniquement aux personnes qui l'ont signé. Et ça, c'est l'article 1103 du Code civil qui le dit. Les contrats tiennent lieu de loi. C'est une phrase super puissante. Ça veut dire qu'une fois que l'accord est passé, eh bien on doit le respecter. Point. On ne peut pas juste changer la vie tout seul dans son coin. Pour modifier ou annuler, il faut que tout le monde soit d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va bien au-delà de ce qui est écrit noir sur blanc. Prenez un billet de train, par exemple. Le contrat, ce n'est pas juste « on vous emmène d'un point A à un point B ». Non. Il y a des obligations implicites, logiques, comme le fait que la compagnie ferroviaire doit assurer la sécurité des passagers. Ce n'est pas écrit sur le billet, mais ça fait partie du deal. Donc un contrat, ça crée une sorte de bulle, avec les signataires à l'intérieur. Mais la question, c'est qui est dedans, qui est dehors, et est-ce qu'on peut être affecté si on est à l'extérieur de cette bulle? Alors, la règle générale, c'est simple. Si on n'a pas signé, on n'est pas concerné. Le contrat ne crée d'obligation que pour les signataires. Mais, comme souvent en droit, il y a une exception vraiment fascinante, qui permet à quelqu'un d'extérieur de recevoir un avantage. Ce mécanisme, ça s'appelle la stipulation pour autrui. En gros, une personne, qu'on appelle le stipulant, demande à une autre, le promettant, de faire quelque chose pour une troisième personne, le bénéficiaire. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'assurance vie. L'assuré signe un contrat pour qu'à son décès, une autre personne, le bénéficiaire, touche l'argent. Le bénéficiaire n'a rien signé, mais il profite quand même du contrat. Bon, on a vu qui est dans la bulle du contrat. Maintenant, parlons d'un sujet central, un sujet qui peut fâcher, l'argent. Comment est-ce qu'on fixe le prix? Le plus souvent, c'est simple. Tout le monde se met d'accord sur le prix dès le départ. Mais il y a des cas, notamment dans les contrats de service, où une des parties peut fixer le prix après avoir fait le travail. Évidemment, pour éviter les abus, si le prix semble complètement déraisonnable, un juge peut intervenir et, disons, corriger le tir. Et là, on arrive à un truc passionnant. Imaginez, on signe un contrat et puis un événement totalement imprévisible arrive et rend l'accord complètement déséquilibré, presque impossible à respecter pour l'un des signataires. Que se passe-t-il? Eh bien, le droit français a prévu ça. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. Mais attention, ce n'est pas une porte de sortie facile. Pour pouvoir renégocier le contrat sur cette base, il faut remplir 3 conditions très strictes. Primo, le changement de circonstance devait être vraiment imprévisible au moment de la signature. Deuxio, l'exécution du contrat est devenue excessivement chère pour une des parties. Et tertio, cette partie ne devait pas avoir accepté de prendre ce risque au départ. Passons maintenant aux fameux petits caractères. Ces petites lignes qui peuvent tout changer. On peut les voir un peu comme les coûts spéciaux d'un contrat, les clauses qui peuvent radicalement modifier la partie. En fait, il faut imaginer ces clauses comme une boîte à outils. Chaque outil a une fonction bien précise pour gérer un risque ou anticiper un problème. On va faire un petit tour rapide de 4 clauses très courantes. D'abord, la clause d'indexation, super pratique. Elle permet de faire varier le prix automatiquement en fonction d'un indice externe, comme le coût de la construction par exemple. Ensuite, la clause de réserve de propriété. Celle-là, elle est cruciale pour les vendeurs. Elle dit tout simplement « Je te vends ce bien, mais j'en reste le propriétaire jusqu'à ce que tu aies payé la totalité du prix ». Il y a aussi la clause limitative de responsabilité. Comme son nom l'indique, elle fixe un plafond, un montant maximum de dédommagement en cas de pépin. Et pour finir, la clause pénale. Celle-ci fixe à l'avance une amende, une pénalité, si l'une des parties ne respecte pas ses engagements ou prend du retard. Voilà. On a vu les règles du jeu, les joueurs et même quelques coups spéciaux. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le point le plus important, c'est vraiment ça. Comprendre ces quelques concepts de base, ça change tout. Un contrat, ça passe d'un document un peu obscur, intimidant, à un outil prévisible qu'on peut comprendre et même utiliser à son avantage. Avoir ces connaissances, c'est avoir les clés pour naviguer dans ce monde d'accord avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Alors la vraie question, c'est la prochaine fois qu'on sera face à un bouton « J'accepte », qu'est-ce qu'on cherchera à y repérer?